Les évitants ne naissent pas froids, ils le deviennent. Personne ne choisit de vivre enfermé dans sa propre tête. Personne ne décide un matin de construire des murs autour de son cœur et de jeter la clé. Et pourtant, ils sont là, dans votre entourage, dans votre famille, peut-être même dans votre miroir. Ces personnes qui semblent imperméables aux émotions, qui répondent par des faits quand on leur parle de sentiments, qui disparaissent de la conversation dès que le ton devient personnel. Mais voici ce que personne ne dit sur les évitants. Ils ne fuient pas l'émotion parce qu'ils n'en ont pas. Ils la fuient parce qu'ils en ont trop. Trop d'intensité, trop de profondeur, trop de tout qui déborde quand ils osent ouvrir la vanne, ne serait-ce qu'un millimètre. Regardez bien la prochaine fois. Quand une conversation devient émotionnelle, observez leurs mains. Elles se crispent. Regardez leurs yeux. Ils cherchent une sortie. Regardez leur posture. Elle se raidit comme s'ils se préparaient à encaisser un coup. Ce n'est pas de l'indifférence, c'est de la panique déguisée en contrôle. Ils ont appris à transformer leurs larmes en analyse rationnelle, leur peur en planning détaillé, leur colère en silence glacial, leur amour en acte de service qui ne risque pas de révéler l'ampleur de ce qu'ils ressentent vraiment. Ils vivent dans la terreur constante de craquer, de laisser s'échapper ne serait-ce qu'une parcelle de ce qu'ils portent réellement. Parce que s'ils commencent à parler de ce qui fait mal, s'ils osent dire à voix haute ce qui les angoisse la nuit, s'ils admettent à quel point ils ont besoin des autres, ils ont peur de ne plus jamais pouvoir s'arrêter. Alors, ils préfèrent ne rien dire du tout. Ils préfèrent être vus comme distants plutôt que de risquer d'être vus comme brisés. Ils préfèrent être perçus comme forts plutôt que d'avouer qu'ils sont à bout. Ils préfèrent la solitude choisie au rejet possible. Ils se sont convaincus que leur silence protège les autres autant qu'ils les protègent eux. Que garder leur tourment pour eux, c'est un acte de générosité. Que ne pas embêter les gens avec leurs problèmes, c'est de la considération. Ils portent leurs émotions comme des secrets d'État, persuadés que les révéler pourrait détruire l'équilibre fragile de leur entourage. Ils croient sincèrement que leur souffrance silencieuse est un sacrifice noble, une forme de protection pour ceux qu'ils aiment. Mais en réalité, ils ne protègent personne. Ils se contentent de priver le monde de leur humanité authentique. Mais il y a un prix à payer pour vivre ainsi. Un prix dont ils ne mesurent l'ampleur qu'au moment où il devient insupportable. Quand est-ce que protéger ses émotions devient les emprisonner? Bloc 2. Le territoire interdit. Ils connaissent leurs propres émotions comme un pays qu'ils auraient visité une fois, rapidement, et dont ils auraient décidé de ne plus jamais franchir les frontières. C'est bizarre quand on y pense. Être étranger à soi-même. Avoir peur de son propre ressenti comme si c'était un animal sauvage qui pourrait les attaquer s'il s'en approche de trop près. Un évitant peut vous expliquer en détail pourquoi son collègue est irritable ce matin. Il peut décrypter les non-dits dans la voix de sa mère au téléphone. Il peut même prévoir les réactions émotionnelles de son entourage avec une justesse déconcertante. Mais demandez-lui comment lui, il va vraiment? Silence, regard fuyant. Ça va, ça va. Ce n'est pas qu'il ne sait pas, c'est qu'il ne s'autorise pas à savoir. Parce que savoir implique de reconnaître. Reconnaître implique de ressentir. Et ressentir, c'est perdre le contrôle. Ils ont développé une relation toxique avec leurs propres émotions, comme un propriétaire qui barricaderait une pièce de sa maison parce qu'elle contient quelque chose de dangereux. Au début, c'était temporaire, juste le temps que les choses se calment. Mais les années ont passé et maintenant ils ne se souviennent même plus ce qu'il y a derrière la porte. La tristesse, ils l'appellent fatigue. La colère, du stress, la peur, de la prudence, l'amour, de l'affection. Comme s'ils avaient besoin de désamorcer chaque émotion en la renommant avec un terme plus acceptable, plus contrôlable. Ils vivent dans un état de vigilance émotionnelle permanent. Ils scannent constamment leur état intérieur pour s'assurer que rien ne déborde. Comme un garde-frontière qui vérifierait qu'aucune émotion clandestine ne tente de s'échapper vers l'extérieur. Le plus étrange, c'est qu'ils sont devenus experts pour sentir les émotions des autres tout en étant aveugles aux leurs. Ils peuvent détecter la moindre fluctuation d'humeur chez leur partenaire, mais sont incapables de dire s'ils sont eux-mêmes tristes ou en colère. Cette dissociation émotionnelle devient si automatique qu'ils finissent par croire qu'ils ne ressentent vraiment rien.
Ils se persuadent qu'ils sont naturellement moins émotifs que les autres, plus rationnels, plus équilibrés. Mais la vérité, c'est qu'ils ont juste développé une anesthésie si efficace qu'ils ne sentent plus leur propre cœur battre. Ils sont devenus des fantômes dans leur propre vie émotionnelle. Et quand, malgré toute leur surveillance, quelque chose fuit, une larme qui perle, une voix qui tremble, un sourire qui craque, ils paniquent. Ils se haïssent pour ce moment de faiblesse. Ils se promettent que ça n'arrivera plus. Mais pourquoi avoir si peur de ce qui fait pourtant partie d'eux? Bloc 3. L'enfance du silence. Remontons le temps, parce que personne ne naît avec la conviction que ses émotions sont des bombes à retardement. Quelque part dans l'enfance d'un évitant, il y a eu un apprentissage. Pas forcément dramatique, pas forcément violent, parfois juste silencieux. Des parents qui répondaient aux larmes par « arrête de pleurer pour rien ». Des parents qui se raidissaient quand leur enfant exprimait de la peur. Des parents qui disaient « les grands garçons ne pleurent pas » ou « les petites filles doivent être raisonnables ». Ou pire encore, des parents qui explosaient quand l'enfant exprimait des émotions, qui transformaient chaque moment de vulnérabilité en crise familiale, qui faisaient comprendre à leur enfant que ses sentiments étaient un problème à résoudre, pas une partie de lui à accueillir. L'enfant a vite compris la règle du jeu. Pour être aimé, il faut être facile à vivre. Pour être accepté, il faut ne pas déranger. Pour être en sécurité, il faut garder ses émotions pour soi. Alors il a appris à ravaler ses larmes, à transformer sa colère en obéissance, à cacher sa peur derrière un sourire, à ne jamais montrer qu'il avait besoin de quelque chose, et ça a marché. Ses parents étaient contents. Les adultes le félicitaient d'être si mature pour son âge. Il recevait des compliments sur sa capacité à gérer les situations difficiles. On l'admirait pour son indépendance précoce. Sauf que ce qu'on admirait chez lui, c'était sa capacité à ne pas être un enfant, à ne pas avoir de besoin, à ne pas exprimer ses émotions, à se débrouiller seul. En gros, on l'aimait pour tout ce qu'il n'était pas. Cet enfant a développé une croyance profonde. Je suis aimable seulement quand je ne dérange pas. Il a intériorisé que ses émotions étaient un fardeau pour les autres, que sa valeur dépendait de sa capacité à être autonome, stable, prévisible. Cette programmation s'est ancrée si profondément qu'elle est devenue invisible. L'enfant a grandi en pensant que c'était normal de porter ses émotions comme un secret honteux, normal de se sentir coupable d'avoir des besoins, normal de croire que demander de l'aide était synonyme d'échec personnel. Il a appris à mesurer sa valeur à l'aune de son autonomie émotionnelle, transformant chaque moment de vulnérabilité en preuve de sa propre défaillance. Et maintenant, des décennies plus tard, il continue à jouer le même rôle, celui de la personne qui n'a besoin de rien, qui ne ressent rien de dérangeant, qui gère tout sans aide. Sauf que maintenant, c'est devenu une prison dont il a perdu la clé. Le problème avec les stratégies de survivance de l'enfance, c'est qu'elles deviennent les sabotages de l'âge adulte. Bloc 4. Les mensonges de la force. Il y a des croyances que les évitants portent comme des vérités absolues, des règles de vie qu'ils suivent sans jamais les questionner, des mensonges si bien intégrés qu'ils les prennent pour de la sagesse. Premier mensonge, exprimer ses émotions, c'est manipuler les autres. Ils sont convaincus que montrer ce qu'ils ressentent, c'est exercer une pression injuste sur leur entourage, comme si leurs émotions étaient des armes qu'ils pointaient sur les autres pour obtenir ce qu'ils veulent. Alors ils se taisent, pour être justes, pour ne pas forcer les gens à réagir. Mais en réalité, ils privent les autres de la possibilité de les connaître vraiment. Et ils se privent eux-mêmes de la possibilité d'être aimés pour qui ils sont vraiment. Deuxième mensonge, si je montre mes faiblesses, on va s'en servir contre moi. Cette croyance vient souvent d'expériences où leur vulnérabilité a effectivement été retournée contre eux. Alors ils ont décidé de ne plus jamais donner de munitions à personne. Plus jamais de confidences qui pourraient devenir des reproches. Plus jamais d'aveux qui pourraient devenir des chantages. Le problème, c'est qu'en protégeant leurs faiblesses, ils protègent aussi leur humanité. Et une relation sans humanité partagée, ce n'est pas une relation. C'est un contrat de service. Troisième mensonge, les gens préfèrent que je sois fort. Ils se sont persuadés qu'on les aime pour leur stabilité, pour leur capacité à être le roc sur lequel les autres peuvent s'appuyer, pour leur rôle de pilier émotionnel qui ne flanche jamais. Mais personne ne tombe amoureux d'un pilier.
On peut s'y appuyer, on peut l'apprécier, on peut même en dépendre. Mais on ne crée pas d'intimité avec du béton armé. Quatrième mensonge. Si je commence à parler, je ne pourrai plus m'arrêter. La peur du débordement. L'idée que leurs émotions sont comme un barrage qui, une fois ouvert, déverserait un torrent incontrôlable qui détruirait tout sur son passage. Mais les émotions ne fonctionnent pas comme ça. Plus on les contient, plus elles prennent de la pression. Plus on les exprime régulièrement, plus elles deviennent gérables. C'est le silence qui crée l'explosion, pas l'expression. Cinquième mensonge. Je suis plus fort que les autres parce que je n'ai besoin de personne. L'indépendance érigée en vertu suprême. La conviction que ne dépendre de personne est un signe de supériorité émotionnelle, que avoir besoin des autres est une faiblesse de caractère. Mais l'interdépendance, ce n'est pas de la faiblesse, c'est de l'humanité. Les humains sont des êtres sociaux. Nier ce besoin fondamental de connexion, ce n'est pas être fort. C'est être coupé de sa propre nature. Tous ces mensonges ont un point commun. Ils transforment l'évitement en héroïsme. Ils font croire à l'évitant qu'il fait quelque chose de noble en se coupant de ses émotions et des autres. Ils lui donnent l'illusion que sa souffrance silencieuse est un sacrifice admirable plutôt qu'une prison auto-imposée. Ces croyances forment un système de défense si cohérent qu'il devient presque impossible à remettre en question de l'intérieur. Chaque mensonge renforce les autres, créant une logique circulaire parfaite. L'évitant se convainc qu'il protège tout le monde, lui-même et les autres, en gardant ses émotions enfermées. Il se persuade qu'il fait preuve de maturité, de respect, de force. Mais il ne fait que perpétuer un cycle de déconnexion qui l'isole chaque jour davantage. Mais il arrive un moment où même les mensonges les plus confortables ne suffisent plus à masquer la réalité. Bloc 5. Quand le mur devient prison, ça arrive souvent la nuit. Quand il n'y a plus de distractions, plus de tâches urgentes, plus de gens à aider, juste eux et le silence de leur propre vie. C'est là qu'ils réalisent. Ils sont entourés de gens qui les respectent, mais personne ne les connaît vraiment. Ils ont des relations, mais pas d'intimité. Ils sont appréciés pour leur service, mais pas aimés pour leur essence. Le réveil est brutal. Ils ont passé tellement d'années à éviter d'être vus qu'ils sont devenus invisibles, même à leurs propres yeux. Un évitant peut passer des mois sans qu'une seule personne lui demande vraiment comment il va. Pas parce que les gens s'en fichent, mais parce qu'il a tellement bien joué son rôle de celui qui va toujours bien que personne ne pense à creuser. Et le plus dur à admettre, il a créé cette situation. Chaque fois qu'on s'est approché, il a reculé. Chaque fois qu'on a voulu approfondir, il a dévié. Chaque fois qu'on a tendu la main vers son cœur, il a tendu des faits, des solutions, des conseils, tout sauf lui-même. Maintenant, il regarde sa vie et se demande « Qui suis-je quand je n'aide personne ? Qui suis-je quand je ne résous aucun problème ? Qui suis-je ? Juste moi ?» La réponse fait peur, parce qu'il ne sait plus. Il a tellement l'habitude de se définir par ce qu'il fait pour les autres qu'il a oublié qui il est pour lui-même. Sa valeur s'est tellement attachée à son utilité qu'il ne sait plus s'il mérite d'exister juste. Pour exister, c'est le moment où la stratégie de protection devient un piège, où l'armure devient si lourde qu'elle l'écrase au lieu de le protéger. Il réalise que s'il mourrait demain, les gens diraient « il était si fort, si fiable, si indépendant ». Mais personne ne pourrait dire « voilà ce qu'il aimait, ce qui le faisait rire, ce qui le tenait éveillé la nuit, ce dont il rêvait vraiment ». Parce qu'il ne l'a jamais partagé avec personne. Il comprend soudain que toute sa vie, il a été un acteur jouant le rôle de lui-même. Il a porté un masque si longtemps qu'il ne sait plus à quoi ressemble son vrai visage. Il a vécu pour les autres si longtemps qu'il ne sait plus ce que signifie vivre pour soi. Cette prise de conscience arrive comme une vague froide qui le submerge entièrement. Il réalise qu'il a construit sa personnalité entière autour de ce que les autres attendèrent de lui. Et maintenant, il ne sait plus où finit le personnage et où commence la personne réelle. Il a tellement peur de déranger qu'il a fini par disparaître de sa propre existence, devenant un fantôme qui hante sa propre vie sans jamais vraiment la vivre. Et soudain, la question qui change tout. Et si j'arrêtais de me protéger ? Bloc 6. Les premiers pas vers l'ouverture. Changer quand on est évitant, ce n'est pas comme allumer un interrupteur. C'est comme réapprendre à marcher après des années d'immobilité. Au début, tout fait mal. Dire « je suis triste »
au lieu de « je suis fatigué », avouer « j'ai peur » au lieu de « je réfléchis à tous les scénarios », reconnaître « j'ai besoin de toi » au lieu de « merci pour ton aide ». Les premiers mots sortent comme des corps étrangers, comme s'ils parlaient une langue qu'ils ont oubliée depuis l'enfance. Mais quelque chose d'étrange se produit. Quand ils osent dire la vérité sur ce qu'ils ressentent, les gens ne fuient pas. Ils ne profitent pas de leur vulnérabilité. Ils ne les jugent pas faibles. Au contraire, pour la première fois depuis longtemps, ils voient de la surprise dans les yeux des autres, puis de la reconnaissance, puis quelque chose qui ressemble à du soulagement. Enfin, tu es humain. L'évitant découvre alors une vérité bouleversante. Les gens ne l'aimaient pas malgré ses émotions. Ils l'aimaient en attendant qu'il daigne les partager. Il comprend que son entourage n'avait pas besoin qu'il soit parfait. Il avait besoin qu'il soit présent, vraiment présent, pas juste physiquement, mais émotionnellement. Les premiers changements sont petits. Au lieu de dire « ça va » automatiquement, il fait une pause. Il se demande « comment je vais vraiment ?» Et parfois, il ose répondre « pas terrible aujourd'hui, en fait ». Au lieu de donner des conseils quand quelqu'un lui confie ses problèmes, il essaie parfois de partager quelque chose de personnel en retour. Moi aussi, ça m'arrive de « tu sais, l'autre jour, j'ai vécu quelque chose de similaire ». C'est maladroit au début. Il a l'impression de violer ses propres règles, comme s'il trahissait une partie de lui-même qui lui crie « qu'est-ce que tu fais? Ferme-toi, c'est dangereux ». Mais il découvre aussi que plus il s'exprime, moins c'est effrayant. Que les émotions ne sont pas des tsunamis quand on les laisse sortir régulièrement. Elles deviennent juste humaines. Il apprend progressivement que montrer sa vulnérabilité ne fait pas de lui quelqu'un de faible, que demander de l'aide ne le diminue pas, que partager ses peurs ne les rend pas plus réelles, au contraire, ça les rend plus gérables. Chaque petit pas vers l'authenticité lui apprend quelque chose de nouveau sur lui-même. Il découvre des facettes de sa personnalité qu'il avait enfouies depuis si longtemps qu'il les avait oubliées. Il redécouvre son sens de l'humour, sa capacité d'émerveillement, sa sensibilité artistique. Il réalise qu'en se protégeant de la douleur, il s'était aussi coupé de la joie, de la créativité, de la spontanéité. Et pour la première fois depuis longtemps, il a l'impression d'être vraiment en vie. Bloc 7. L'art de l'authenticité courageuse. 6 mois plus tard, 1 an plus tard, sa vie ne ressemble plus à ce qu'elle était. Pas parce qu'il est devenu quelqu'un d'autre, mais parce qu'il a arrêté de faire semblant d'être quelqu'un qu'il n'était pas. Il n'est pas devenu émotionnel, au sens où certains l'entendent. Il n'est pas devenu quelqu'un qui étale ses sentiments partout, qui dramatise chaque situation, qui demande de l'attention constamment. Il a juste arrêté de mentir sur ce qu'il ressent. Il a appris la différence entre être vulnérable et être faible, entre s'ouvrir et se vider, entre partager ses émotions et en faire le problème des autres. Il choisit maintenant quand et avec qui il partage sa vérité intérieure. Mais au moins, il peut choisir. Avant, il n'avait qu'une option, le silence. Ses relations ont changé. Certaines personnes sont parties, celles qui n'aimaient en lui que le distributeur de solutions et de stabilité gratuit. Mais d'autres sont arrivées. Des gens attirés par son authenticité nouvelle, par sa profondeur enfin accessible. Et surtout, ceux qui étaient déjà là ont découvert des facettes de lui qu'ils ne soupçonnaient même pas. Sa sensibilité, son humour, ses peurs, ses rêves, ses blessures, toute cette richesse intérieure qu'il gardait verrouillée. Il découvre qu'on peut être fort vulnérable, indépendant et connecté, stable humain. Il apprend que dire « j'ai besoin de toi » ne le diminue pas, que pleurer devant quelqu'un ne le casse pas, que montrer ses faiblesses ne fait pas de lui une personne faible. Mais le plus grand changement, c'est dans sa relation avec lui-même. Il n'a plus peur de ce qu'il ressent, il n'a plus honte de ses besoins, il ne se juge plus pour avoir des moments de fragilité. Il se rend compte qu'il avait passé des années à être en guerre contre sa propre humanité, et que faire la paix avec elle, c'était faire la paix avec la vie. Il comprend désormais que sa sensibilité n'est pas un défaut à corriger, mais un don à cultiver, que sa capacité d'empathie n'est pas une faiblesse, mais une force, que son besoin de connexion authentique n'est pas de la dépendance, mais de l'intelligence émotionnelle. Il réalise qu'il n'a pas perdu sa force en s'ouvrant, il l'a simplement redéfinie. Sa force n'est plus dans sa capacité à tout endurer seul, mais dans son courage de partager le fardeau.
Elle n'est plus dans son imperméabilité aux émotions, mais dans sa capacité à les traverser sans se laisser emporter. Il découvre une forme de courage qu'il ne connaissait pas, celui de se montrer imparfait et d'accepter d'être aimé malgré ses failles. Une question l'habite maintenant. Combien d'années ai-je perdu à me cacher de moi-même? Mais une autre question plus importante prend le dessus. Combien d'années me reste-t-il pour vivre vraiment? Bloc 8. La tendresse cachée. Il y a quelque chose de bouleversant chez un évitant qui s'ouvre. C'est comme voir fleurir un jardin qu'on croyait stérile, comme découvrir un trésor enfoui sous des années de terre et de silence. Parce que quand ils acceptent enfin de montrer ce qu'ils portent vraiment, on réalise l'ampleur de ce qu'ils ont gardé secret, la profondeur de leur sensibilité, l'intensité de leur capacité d'amour, la richesse de leur monde intérieur. Ils n'étaient pas froids, ils étaient en surchauffe émotionnelle et avaient coupé le chauffage pour ne pas brûler. Ils n'étaient pas indifférents. Ils ressentaient si fort qu'ils avaient baissé le volume au minimum pour pouvoir continuer à fonctionner. Ils n'étaient pas insensibles, ils étaient hyper émotifs déguisés en robots. Et maintenant qu'ils ont arrêté de se déguiser, on découvre qui ils ont toujours été. Des êtres d'une sensibilité extraordinaire qui avaient juste appris à la cacher pour survivre. Le monde a besoin de cette sensibilité, de cette profondeur, de cette capacité à ressentir et à comprendre que les évitants portent en eux depuis toujours. Mais pour que le monde en bénéficie, il faut qu'ils acceptent de la partager. Il faut qu'ils comprennent que leur sensibilité n'est pas une faiblesse à cacher, mais un don à offrir. Que leur capacité d'émotion n'est pas un problème à résoudre, mais une richesse à partager. Il faut qu'ils réalisent que le monde ne deviendra pas plus beau en cachant leur beauté intérieure. Ils découvrent aussi que leur parcours d'évitant leur a donné des qualités uniques. Une capacité d'écoute exceptionnelle, une compréhension profonde de la souffrance humaine, une empathie aiguisée par leurs propres blessures, une force forgée dans la solitude qui devient précieuse quand elle s'allie à la vulnérabilité. Ils ne regrettent plus d'avoir été évitants. Ils comprennent que cette période de leur vie leur a appris des choses essentielles sur l'autonomie, sur la résilience, sur la valeur de l'introspection. Leur sensibilité, nourrie par des années de solitude réflexive, possède une qualité rare. Elle est profonde sans être envahissante, intense sans être dramatique, authentique sans être exhibitionniste. Ils ont appris à ressentir en silence pendant si longtemps qu'ils savent maintenant partager leurs émotions avec une délicatesse et une justesse que peu possèdent. Leur vulnérabilité n'est pas un cri de détresse, mais une invitation à la connexion authentique. Et vous, évitant qui lisez ces mots en reconnaissant quelque chose de familier. Et si c'était le moment? Et si c'était le moment d'arrêter de vous cacher de vous-même? Et si c'était le moment de découvrir qui vous êtes vraiment quand vous n'avez plus peur de le montrer? Votre sensibilité attend, votre authenticité attend, votre humanité attend. Et le monde aussi. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que quelque chose en vous était prêt à entendre ces mots. Et c'est déjà un immense pas vers la liberté émotionnelle. Sortir de l'évitement, ce n'est pas devenir quelqu'un d'autre du jour au lendemain. C'est accepter petit à petit d'être qui vous avez toujours été, sans les murs que vous aviez construits pour vous protéger. Si cette réflexion a touché une corde sensible, si vous avez reconnu des patterns que vous pensiez être seul à vivre, likez cette vidéo pour qu'elle puisse aider d'autres personnes qui se cachent encore derrière leur armure émotionnelle. Et si vous voulez continuer à explorer ces thèmes, de la vulnérabilité authentique aux relations saines, en passant par la reconstruction de l'estime de soi, abonnez-vous et activez la cloche. Parce que ce voyage vers l'authenticité ne fait que commencer. Dites-moi en commentaire, lequel des 5 mensonges vous a le plus interpellé? Pas besoin de tout raconter, mais savoir ce qui résonne chez vous m'aide à créer du contenu qui vous accompagne vraiment dans cette transformation. Rappelez-vous, votre sensibilité n'est pas une faiblesse à corriger, c'est une force à célébrer. Vous méritez d'être aimé pour qui vous êtes vraiment, pas pour le personnage que vous jouez. À bientôt pour une nouvelle réflexion. Merci de faire confiance à cet espace pour grandir ensemble.